10. Ok, bon, il a fallu que je relance l'enregistrement. Ok, donc, euh, comme je disais, c'est à la demande de beaucoup de personnes qu'on a décidé de faire cette présentation-ci. Donc, exercer la médecine au Canada pour les médecins formés à l'étranger, il s'agit de quoi? Avant de d'aller dans le vif du sujet, il y a des points que j'aimerais que ce soit clair pour moi et pour chacun de nous ici. C'est que Noma Cubank n'est pas une agence d'immigration. Donc, on ne peut pas vous aider pour des procédures d'immigration ou bien pour des informations pertinentes concernant la procédure d'immigration. Ça, nous sommes limités. On n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Nous n'avons aucun lien avec le Conseil médical du Canada. Nous ne sommes pas responsables du choix des participants d'immigrer ou non au Canada. Donc, il faudrait pas qu'on dise que nous, on encourage les gens à immigrer au Canada ou alors à quitter leur pays pour venir exercer ici. Et aussi autre chose que j'aimerais préciser, c'est que les informations qui sont fournies ici, demain peuvent ne plus être d'actualité. Ici, les choses changent, les lois changent tous les jours. Donc, il faut toujours se fier aussi du Conseil médical du Canada pour avoir les informations à jour. Donc, ça, c'est la déclaration que je voulais faire avant de commencer. Et bon, je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours à moi, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, j'ai fait mes études de médecine dans la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, qu'on appelle souvent EXCUS. J'ai eu mon diplôme en 2018. Et avant d'avoir mon diplôme, j'étais aussi interne des hôpitaux. Bon, pour ceux qui viennent du Cameroun, vous avez peut-être une petite idée de ce que c'était que l'internat, mais je pense que ça a fermé aujourd'hui. Euh, En 2019, je suis allé faire un master d'épidémiologie à l'Université d'Aix-Marseille, que j'ai fini en 2021. Et après, j'ai eu une bourse du Commonwealth pour faire un autre master de santé publique à London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et puis après ce master-là, j'ai travaillé comme épidémiologiste ou chargé de projet scientifique pour Santé publique France. Je suis arrivé au Canada en 2023 et quand je suis arrivé, j'ai préparé mes examens d'équivalence, notamment le ACMC partie 1, qui sera le principal sujet de notre échange aujourd'hui. Et puis après, j'ai passé la procédure du CAMS pour entrer en spécialisation. Donc, depuis juillet 2024, je suis résident en santé publique et médecine préventive à l'Université McGill, à Montréal, au Canada. Donc, ça, c'est à peu près pour parler de mon parcours. Bon, je pense que l'introduction a été quand même longue. On va aller droit au but. Euh, Dans le fond, c'est quoi le parcours d'un médecin formé à l'étranger pour pouvoir exercer la médecine ici au Canada? Ça, c'est une capture qui a été faite sur le site du Conseil médical du Canada, euh, où ils ont fait comme des acronymes pour parler des principales étapes. Donc, il faut d'abord une procédure d'immigration en bonne et due forme. Il faut se battre pour obtenir un permis d'exercice. Il faut faire attention aux intervalles dans la pratique et puis il y a aussi les exigences linguistiques. Donc, ce sont les grandes étapes. Pour aller en détail, euh, le premier point qui est l'immigration, c'est par là qu'il faut commencer. Parce que dans le fond, pour exercer comme médecin au Canada, ça demande, euh, comment dire, un statut. Un statut qui te permet de travailler, parce qu'exercer comme médecin, c'est travailler. Donc, pour pouvoir travailler au Canada, il y a plusieurs moyens. En général, c'est ce qu'ils appellent l'immigration. Mais quand on dit immigration, ça inclut entrée express. Ceux qui sont curieux, vous pouvez taper sur Google, c'est quoi entrée express? Mais ça permet d'avoir une résidence permanente au Canada, résidence permanente de 5 ans, où tu peux étudier, tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu veux, et puis tu peux les renouveler. ARIMA, c'est une procédure d'immigration spécifique au Québec, qui donne aussi la résidence permanente au Québec. Euh, c'est aussi possible pour certaines personnes d'avoir un permis de travail, donc ils viennent déjà pour un poste, un job qu'ils ont déjà obtenu. Et puis, il y a ce qu'on appelle les candidats des provinces. Donc, il y a des provinces au Canada qui vont souvent sélectionner des candidats en fonction de leur profil.
que ce soit professionnel ou bien que ce soit une expertise qu'ils ont. Donc, voilà quelques moyens pour immigrer au Canada. Comme je l'ai dit au début, on n'est pas une agence d'immigration, donc je ne pourrais pas vous donner beaucoup de détails sur ce point-ci. Mais c'est une étape principale pour pouvoir exercer au Canada comme médecin. Donc, euh, après avoir immigré, ou bien pendant qu'on fait sa procédure d'immigration, il faut entamer la procédure d'obtention du permis d'exercice. Permis d'exercice, c'est ce qui vous permet de travailler comme médecin au Canada. Et les permis d'exercice, il y en a beaucoup en fonction de c'est quoi le parcours que vous avez choisi. Mais dans le fond, de manière résumée, pour avoir un permis d'exercice, premièrement, il faut créer un compte sur inscriptionmed.ca. C'est le site du Conseil médical du Canada qui permet de vérifier nos diplômes, qui permet de s'inscrire aux examens. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, peu importe dans quel domaine vous allez devoir exercer ici au Canada, peu importe votre spécialité, peu importe si vous voulez recommencer les études de médecine ou si vous voulez refaire la spécialisation ou si vous voulez exercer directement dans votre spécialité, tout le monde doit passer l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada, puisqu'on n'abrège pas c'est partie 1. Bon, sauf ceux qui ont eu leur diplôme en France et qui veulent exercer au Québec parce qu'il y a une entente spécifique entre la province du Québec et puis les diplômés français. Donc, ça c'est l'étape après avoir créé son compte sur inscriptionmed.ca. Et après, en fonction du parcours pour lequel vous optez, vous pouvez envisager passer l'examen clinique objectif structuré, ce qu'ils appellent ECOS. Donc, c'est un examen pratique au lit du malade où il y a un examinateur qui vous observe et qui voit comment est-ce que vous interagissez avec le patient. Donc, c'est comme si vous êtes en situation de consultation, en situation réelle, mais vous êtes évalué. Euh, et puis après, il faut explorer les différentes options pour exercer la médecine dans les différentes provinces et les territoires. Parce qu'ici, euh, la profession médicale est réglementée par chaque province et non pas au niveau national canadien. Donc, ça, c'est pour le point sur la procédure pour obtenir le permis d'exercice. Un autre détail assez important, c'est les longues pauses. Les longues pauses, c'est ce qu'ils appellent ici délai de pratique. On sait tous que beaucoup de gens, souvent, ils complètent leur procédure d'immigration, ils arrivent au Canada et ils mettent des années avant de pouvoir passer les examens ou bien avant de commencer à vouloir intégrer le système. Et ça, souvent, ça peut créer des difficultés plus tard quand vous allez vouloir passer vos examens. Donc, ce qu'il conseille souvent, c'est de faire toute sa procédure d'immigration, étant encore dans son pays, continuer à exercer pour ne pas être en défaut au moment de la procédure de permis d'exercice, parce que il y a des critères que vous ne devez pas dépasser. Par exemple, la première image en haut, ça c'est pour Recrutement Santé Québec. Ce qu'ils exigent, c'est que au cours des 3 dernières années, il faut avoir exercé pendant au moins 12 mois. Ça, c'est les critères. Donc, si vous sortez des critères là, d'emblée, on vous exclut. Donc, vous ne pourrez pas exercer au Québec. Plus bas, ça c'est un critère de sélection pour ceux qui veulent entrer en résidence. Ça, c'est sur le site de CAMS. Dans la présentation, il y a les liens que vous pourrez consulter plus tard. Mais pour entrer en spécialisation, par exemple, ils disent que la dernière fois que vous avez exercé la médecine ne doit pas remonter plus de 4 ans. Donc, ça fait plus de 4 ans que vous n'avez plus exercé comme médecin. D'emblée, vous êtes exclu de la procédure de sélection pour entrer en spécialisation. Donc, c'est une information très importante qu'il faudrait prendre en considération quand on veut exercer la médecine au Canada. L'exigence linguistique, ça c'est plus pour ceux qui veulent exercer dans les provinces anglophones. Si vous voulez exercer dans les provinces anglophones, ça va vous demander un test d'anglais pour démontrer vos compétences linguistiques en anglais. Au Québec, qui est la province
uniquement francophones au Canada. Ils ont souvent, bon, mais ça c'est bien tard dans la procédure quand vous êtes déjà sur le point d'exercer ce qu'ils appellent formation à l'eau Québec. C'est ça qui teste un peu votre niveau de français. Mais comme test linguistique, c'est plus pour tester votre niveau en anglais. Ça, c'est pour ceux qui veulent exercer en anglais. Donc ça aussi, c'est un autre point à considérer. Bon, le point peut-être le plus intéressant, ce sera celui-ci. Quelles sont les différentes options pour exercer comme médecin au Québec? Pardon, au Canada, pour faire plus large. Si je prends l'exemple du Québec, au Québec, il y a ce qu'on appelle permis restrictif. Permis restrictif, c'est un permis qui permet à un spécialiste de pouvoir venir directement exercer ici au Québec, dans sa spécialité. C'est vrai qu'il y a souvent des places qui sont définies. Et puis, c'est un système de candidature. Tu candidates. Et puis, si ton dossier est intéressant, il t'invite pour passer l'entrevue. Si l'entrevue est concluante, il faudrait que tu fasses toute la procédure qu'il faut avec le Collège des médecins du Québec pour obtenir ton permis d'exercice qui est restrictif. Et il y a aussi ce qu'on appelle la voie de la résidence. La voie de la résidence, ça, c'est la spécialisation. Il y a ce qu'on appelle la voie du permis pour professeurs sélectionnés. C'est plus pour ceux qui viennent un peu comme pour faire des fellowships. Ça aussi, c'est possible ici au Québec. Donc, ça, je vais dire quoi, les trois principales voies pour ceux qui sont diplômés à l'étranger pour exercer la médecine ici au Québec. En Ontario, il y a ce qu'ils appellent Practice Ready Assessment, mais ça, c'est plus pour les médecins de famille. C'est l'équivalent du permis restrictif au Québec. Donc, ça permet aux médecins de pouvoir exercer dans leur spécialité en Ontario. Il y a aussi des postes qu'ils appellent clinical assistant, c'est un peu comme adjoint médecin. Euh, c'est pas vraiment médecin là, mais c'est genre tu aides le médecin. Mais ça, c'est des postes, genre qu'on retrouve plus dans les provinces de l'Alberta, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse et le Manitoba. Il y a aussi une autre voie, ce qu'ils appellent la voie de l'externat au Québec. Ça, c'est pour ceux qui veulent reprendre les études de médecine au Québec et avoir un diplôme de médecin canadien. Donc, en général, dès que vous choisissez cette voie-ci, vous allez faire 2 années de stage. Après ça, vous avez votre diplôme et puis vous postulez pour entrer en spécialisation. Et puis là, vous allez compétir avec les diplômés canadiens. Donc, voilà les principales voies pour pouvoir exercer au Québec. Euh, Ce qu'il faut noter, c'est que toutes ces voies, que ce soit le permis restrictif, que ce soit pour entrer en résidence, que ce soit l'externat ou que ce soit clinical assistant, il faut avoir réussi le ACMC partie 1. La seule voie, on ne va pas vous demander de passer cet examen-ci, c'est la voie des professeurs sélectionnés, fellowship. On ne va pas vous demander de passer l'examen, mais pour toutes les autres voies, il faut passer l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada, partie 1. Pardon, désolé. Euh, et donc, j'ai terminé avec ma présentation. Pour faire rapide et simple, c'est ce que j'avais prévu. Ah, bon, j'ai oublié. Il y avait quelque chose que j'ai prévu pour vous avant qu'on ne se sépare. Ce sont les statistiques du Conseil médical du Canada sur cet examen-là. Là, c'est partie 1. C'est un examen écrit. Et moi, ce que je viens soit regarder dans ce tableau-ci, si vous voyez l'image de gauche, c'est la partie des diplômés internationaux en médecine. Euh, L'année 2022-2023, il y a 2936 diplômés internationaux, donc diplômés à l'étranger, qui avaient composé cet examen. Le taux de réussite était de 59%. Ça, c'est pour ceux qui composaient pour la première fois. Ça veut dire qu'en moyenne, un candidat sur deux échoue cet examen-ci. Ça veut dire que c'est un examen qui est difficile. Si on compare ces statistiques-là à ceux qui sont diplômés canadiens, c'est DCM plus haut,
Entre 2022 et 2023, ils étaient 2931 qui ont posé cet examen. Le taux de réussite était de 93%. Vous voyez un peu le gap. Euh, et quand on essaie de voir pour les années suivantes, 2023-2024, c'est pratiquement la même chose. 57% de taux de réussite. Pour ceux qui sont diplômés à l'étranger, 94% de taux de réussite pour ceux qui sont diplômés au Canada. Et c'était la même chose en 2024-2025, donc l'année dernière, où le taux de réussite pour les diplômés canadiens était de 94% et pour les diplômés à l'étranger était de 53%. Là, c'est uniquement pour ceux qui ont passé l'examen pour la première fois. C'est juste pour vous donner une idée de c'est quoi le ACMC partie 1. C'est un examen que tout le monde doit passer pour pouvoir exercer comme médecin au Canada, mais c'est un examen qui est difficile pour ceux qui ont été diplômés à l'étranger. Et expérience personnelle, moi, j'ai eu à passer cet examen 2 fois. C'est la deuxième tentative que j'ai réussi. Bon, c'était juste pour que vous ayez ça en tête avant que on passe à la euh, phase des questions. Mais maintenant, on va parler un peu de Noma Bank. C'est quoi Noma Bank? Noma Bank, c'est une plateforme en ligne qui permet de se préparer pour le ACMC partie 1, l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada partie 1, qui est l'examen écrit. Pourquoi est-ce qu'on l'a créé? C'est parce que on s'est rendu compte qu'il y a très peu de ressources en français pour se préparer. Quasiment toutes les ressources disponibles pour se préparer pour cet examen sont en anglais. Et ça constitue un handicap pour les candidats qui sont purement francophones. On sait tous que le Canada est bilingue, un peu comme le Cameroun d'où je viens, mais c'est pas vraiment la réalité dans les faits. Donc, ceux qui sont purement francophones rencontrent toujours des difficultés dans leur préparation parce qu'il n'y a pas de ressources en français. Et donc, Noma Bank vient répondre à ce problème-là en mettant à disposition une plateforme uniquement en français qui permet de se préparer pour la SMC partie 1. Euh, je vais revenir ici. Donc, c'est une plateforme entièrement en français qui va permettre à ceux qui se préparent à la SMC partie 1 de faire des examens blancs avec des QCM type Conseil médical du Canada en conditions réelles d'examen. Donc, ce sera timé. Donc, ce sera aux 2 semaines, du vendredi au dimanche. En début de semaine, chacun a ses résultats et il y a un classement. Chacun voit comment est-ce qu'il a performé par rapport aux autres candidats. Et puis, ça aide chacun à revoir sa préparation ou alors à évoluer dans le même sens. J'avais une question. Est-ce que vous avez une idée du taux d'échec des étudiants francophones diplômés à l'étranger à l'ESMC? Essayez de rédiger dans le chat là pour me dire qu'est-ce que vous pensez. Je pense qu'il faut que j'arrête avec le partage pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le chat. Je vois quelqu'un qui me dit 63%, 50%, 85%. Très optimiste. 70%. OK, merci. Merci beaucoup euh, pour vos avis, pour vos contributions. Euh, bon, la réponse est que aucune donnée n'est disponible. Aucune donnée n'est disponible pour dire c'est comment est-ce que les étudiants francophones, bah, les médecins diplômés à l'étranger francophones qui passent l'examen en français performent à la SMC partie 1. Malheureusement, on n'a pas ces données-là. J'avais même écrit au Conseil médical du Canada pour avoir l'information, mais ils m'ont dit que ils ne pouvaient pas me le donner. Il fallait qu'on fasse une étude et tout, il fallait payer. Bref, j'ai laissé tomber. Mais bon, ça pourrait être intéressant d'avoir cette donnée-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une plateforme exclusivement francophone pour aider les médecins francophones à se préparer pour la SMC partie 1 pour pouvoir exercer la médecine au Canada. Donc, simulation d'examen blanc en conditions réelles aux 2 semaines, correction et classement disponible après chaque session. Chacun pourra suivre sa progression et puis maintenir un rythme de préparation adéquat en fonction de ses performances.
J'en ai terminé. Il y a un site web, une page Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram aussi, et même un groupe WhatsApp pour ceux qui sont intéressés. Vous pourrez nous rejoindre et puis là-bas, on aura des discussions un peu plus, aussi un peu plus profondes sur c'est quoi la SMC partie 1 et euh, comment est-ce que les examens blancs vont se passer. Euh, la première session d'examen blanc aura lieu ce week-end. On a prévu notre réunion demain à 18 heures. Ça, c'est heure de l'Est. Donc, heure de Montréal. Il sera approximativement 23 heures GMT plus 1, heure du Cameroun ou des pays d'Afrique centrale. Là, ce sera plus sûr. Comment est-ce que la plateforme, elle fonctionne? C'était tout pour ma présentation d'aujourd'hui. Euh, je vous écoute si vous avez des questions. Pour les personnes qui ont des questions, vous pouvez les rédiger dans le chat. Ou alors vous allez lever les doigts et puis je pense par ordre de priorité, je vais voir c'est qui est le premier à lever la main et puis je vais passer la parole. Ok. Euh, lien du groupe WhatsApp. Ok. D'accord, je vais vous transférer le lien du groupe WhatsApp. Hmm, hein. Oui, le lien de la réunion de demain vous sera transféré sous peu. La plateforme est payante. Oui, la plateforme sera payante. Le premier examen blanc qui aura lieu ce week-end sera gratuit. Ce sera un examen court, type CMC, et vous êtes tous invités à payer vos comptes, vos identifiants, et puis à partir de vendredi, vous aurez, comment dire, toutes les informations pour pouvoir passer l'examen blanc. Euh, pour ce qui est du prix de la plateforme, après le premier concours blanc, ça va devenir payant. Donc, ce sera $50 par mois et $200 pour 6 mois. L'examen se passe en ligne. Peut-on le passer à distance pour ainsi dire? Oui, le ACMC partie 1, vous pouvez le composer étant même dans votre chambre, à condition que vous ayez une connexion Internet. Ils ont ce qu'ils appellent le proctoring, donc la surveillance à distance. Et la surveillance à distance euh, vous permet de passer cet examen où que vous soyez dans le monde. Euh, Est-ce que c'est possible d'entrer en cycle de spécialisation ayant un diplôme étranger camerounais? Bien sûr. Je pense que c'est la question de Manuela. Moi, j'en suis l'exemple. Je suis en spécialisation aujourd'hui au Canada et j'ai eu un diplôme au Cameroun. Donc, c'est possible. C'est le même canevas pour les médecins bucco-dentaires. Malheureusement, je peux pas répondre à cette question. Je n'ai vraiment aucune idée. Désolé. Il y a un ordre précis pour les médecins dentistes et je sais pas trop comment ça se passe de ce côté-là. Cet examen est-il accessible à toutes les spécialités médicales? Peu importe votre spécialité, peu importe quel parcours vous allez opter pour exercer au Canada, vous devez passer cet examen. Donc, cet examen-là, ça ne cherche pas à savoir si vous étiez radiologue dans votre pays ou si vous étiez médecin généraliste ou bien néphrologue. Cet examen-là, tout le monde le passe, même les diplômés canadiens. Quand ils terminent les études de médecine, ils doivent passer cet examen-là. Donc, c'est incontournable. Bonsoir et merci pour votre présentation. S'il vous plaît, après avoir réussi le SMC partie 1, peut-on commencer à exercer en tant que clinical assistante tout en préparant la résidence? Oui. Il y a des gens qui ont fait comme ça et travailler comme clinical assistant dans certaines provinces bonifie votre dossier pour pouvoir entrer en résidence. Bon, c'est une très belle expérience. Sauf que pour travailler comme clinical assistant, ça demande d'autres critères, comme par exemple avoir fait au moins 12 mois de stage
En psychiatrie, je me rappelle plus trop. Mais ça, c'est une autre procédure pour travailler comme clinical assistant. Mais c'est bien possible. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une masterclass concernant les personnes qui ont le décidé de se spécialiser là-bas? Bon, je pense qu'on a discuté de ça ici. Masterclass, je sais pas c'est quoi la question. Qu'est-ce que tu aimerais savoir exactement pour se spécialiser ici? Mais encore en général, il faut passer la SMC partie 1 et après il faut passer les courses. Ça, c'est la voie de la résidence. Il faut passer les courses qui est l'examen pratique et après ça, il faut candidater au CAMS. CAMS, c'est un peu comme envoyer ses dossiers dans les spécialités que tu désires. Et puis, si le programme est intéressé, on t'invite, tu passes une entrevue et après, il y a des classements. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous donnez des cours en ligne? Malheureusement, non. Pour le moment, on donne pas de cours en ligne. Peut-être dans un futur, désolé, peut-être dans un futur proche, on donnera des cours en ligne, mais pour le moment, non. Il n'y a que les QCM et les examens blancs pour se préparer. Est-ce qu'un spécialiste étranger peut postuler sans avoir renoncé sa spécialité? Wilf, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu voulais entendre par renoncer sa spécialité. Je sais pas où tu veux en venir, mais je connais des spécialistes dans leur pays qui sont arrivés ici et qui ont refait notre résidence en médecine de famille, par exemple, et qui sont médecins de famille aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres qui, qui ont postulé et qui ont pu avoir une place dans leur spécialité à eux. Ils ont refait la résidence dans leur spécialité. Mais il y a aussi d'autres qui ont pu venir exercer directement dans leur spécialité sans avoir besoin de refaire la résidence. Je sais pas si je réponds à ta question, Wilf. HP, est-ce que pendant les épreuves, on nous fournit les valeurs normales des constances? Ça dépend. Il y a des paramètres pour lesquels vous aurez les valeurs constantes, mais il y a des paramètres pour lesquels vous ne les aurez pas. La glycémie, par exemple, on ne va jamais vous donner la constante, encore moins la kaliémie. Donc, vraiment, pour les trucs UGL, là, on ne vous donnera pas. Mais pour les trucs un peu compliqués, on peut souvent vous donner. Après EMC, après EACMC1, quel examen est plus approprié pour les diplômés internationaux en médecine voulant entrer en spécialisation? Après la CMC partie 1, si tu veux rentrer en spécialisation Gildas, tu vas passer l'ECOS, l'examen clinique objectif structuré, qui est l'examen pratique, qui a lieu 2 fois l'année. Et dès que tu as réussi cet examen-là, tu es éligible pour postuler en spécialisation. Donc, pour répondre, l'examen le plus approprié, ce sera l'ECOS. S'il vous plaît, côté finance, vous savez environ combien il faut prévoir pour l'examen. Les chiffres que je vais donner ne sont pas nets, mais l'examen écrit le SMC partie 1 est dans les 1 500 $ canadiens. Environ. Euh, L'ECOS, examen clinique objectif structuré, est dans les 3 500 $ canadiens. Donc, vous pouvez convertir en la devise de votre pays pour savoir combien est-ce que ça fait. Bon, ça, c'est sans compter les sous que vous allez dépenser sur inscriptionmed.ca pour faire vérifier tous vos documents. C'est la même épreuve pour toutes les spécialités. Leslie, oui. Là, CMC partie 1, c'est l'examen de base pour n'importe qui va exercer au Canada. Non, c'est la même épreuve pour tout le monde. Est-ce que vous allez organiser des sessions pour aborder différentes spécialités, les astuces et les tips? Malheureusement, ça rentre un peu dans organiser des cours de préparation pour cet examen. C'est comme je vous disais, peut-être dans un futur proche, mais pour le moment, non. Ce sera pas possible. L'examen comporte quelle matière? Moi, je vais dire c'est la médecine. Il n'y a pas vraiment de matière. Ça va aller de tout, de la pédiatrie, de la médecine de famille, de la gynéco, de la médecine interne, de la chirurgie. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, en fait, prenez cet examen un peu comme, pour ceux qui sont au Cameroun, l'examen national de synthèse clinique et thérapeutique, ce qu'on appelle couramment ECN. C'est l'équivalent de l'ECN en termes d'examen. Mais maintenant, en termes de type ou bien de contenu, ça, c'est carrément différent. S'il vous plaît, est-ce possible d'avoir un lien pour créer son compte sur Noma Bank? Ah oui, j'ai dit que je devais envoyer ça rapidement. Euh, Donnez-moi quelques secondes. Je vais
poster un message dans le chat. Peut-être qui va venir à la suite. Donc, dans le lien, dans le message que je viens d'envoyer dans le chat, il y a à la fin le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Et il y a aussi le lien vers le site de Nomaku Bank. Hmm, on continue, s'il vous plaît. Est-ce possible d'avoir le lien pour créer son compte? Oui. Je viens d'envoyer le message. Merci pour la présentation. La préparation à cet examen prend combien de temps idéalement? Et qu'en est-il de la documentation? OK, très bonne question. Combien de temps ça prend? Moi, je vais dire c'est variable. La première fois, quand je passais cet examen, j'ai mis 4 ou 5 mois pour me préparer, mais c'était plus les week-ends et puis pendant mes pauses parce que je travaillais en même temps. Mais ça ne solait pas un échec. La deuxième fois, j'ai mis 2 à 3 mois pour me préparer, mais je ne faisais que ça. Donc, je travaillais pas du matin au soir. J'avais des groupes d'études avec lesquels je travaillais et j'ai réussi. Donc, pour ce qui est du temps, moi, je vais dire ça dépend de vos occupations et de vos réalités personnelles. Qu'en est-il de la documentation? Euh, Documentation en français, euh, c'est pas vraiment évident. Mais bon, on peut en trouver. Mais au standard canadien, en français, c'est vraiment limité. Mais sinon, il y a de la documentation pour ça. Ça dépendra de vous voulez lire sur quoi. Le site du Conseil médical du Canada a quand même beaucoup de, de ressources pour vous donner des références sur quels examens sont appropriés, pourquoi. Est-ce que les aspirants étrangers peuvent faire n'importe quel SP après réussite de l'EACMC et l'ECOS? Moi, je vais dire, ça dépend de la province où vous postulez. Au Québec, quand vous avez réussi de l'EACMC et l'ECOS, vous pouvez postuler à toutes les spécialités. Mais maintenant, là, c'est le parcours de chacun qui va peser pour ou contre le fait qu'il soit invité ou pas en entrevue. Mais en général, vous pouvez postuler pour n'importe quelle spécialité. Mais la question à se poser, c'est est-ce que j'ai le profil pour être sélectionné dans telle spécialité? Parce qu'en général, vous allez en compétition avec des gens qui ont des maîtrises, qui ont des PhD et qui sont venus faire médecine. Donc souvent, c'est souvent rude, surtout pour les spécialités contingentées. Euh, Yves, maestro, j'ai rejoint avec un peu de retard l'examen. Un durée valide au cas où quelqu'un peut passer l'examen et ne pas entrer en spécialisation tout de suite. L'examen n'a pas de durée valide, c'est à vie. C'est à vie, ça ne se périme pas. Et d'ailleurs, quand tu as réussi le SMC, ça reste dans ton dossier, dans ton compte du Conseil médical du Canada. Et ça, tu vas le garder toute ta vie. Donc, si, par exemple, tu as réussi et que tes points sont faibles et que tu veux repasser pour avoir une plus grande note, ça ne marche pas. Une fois que tu as réussi, tu as réussi. Et c'est bon. Des livres en français pour préparer à nous proposer. Euh, j'ai entendu parler du Lantier, mais c'est plus médecine interne. Pour les autres disciplines, c'est vraiment difficile pour moi de vraiment prononcer. Mais il y a beaucoup de ressources en français qu'on peut trouver. Mais comme je disais, standard canadien, c'est un peu compliqué. Le centre d'examen pour l'Écosse se fait uniquement au Canada. Oui, pour composer l'Écosse, c'est uniquement au Canada que ça se passe. Il y a des centres dispersés au Canada. Il y en a un à Ottawa, je pense, à Toronto, à Vancouver. Je me rappelle plus le quatrième endroit. Mais pour composer ça, il faut être ici au Canada. Donc, si vous n'êtes pas encore au Canada, il va falloir prévoir vous déplacer. En billet d'avion et hébergement. On continue. S'il vous plaît, un médecin étranger peut-il accéder à toutes les spécialités disponibles ou certaines sont-elles réservées uniquement aux Canadiens? Je pense que j'ai répondu à ça plus haut. Pour ce qui est du Québec, vous pouvez postuler à toutes les spécialités que vous voulez. Mais postuler ne veut pas dire que vous aurez une place. Non. Parce que là, c'est une compétition. Maintenant, dans les autres provinces, il y a des places qui sont réservées aux diplômés étrangers. Il y a des places qui sont réservées aux Canadiens. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les places qui sont réservées aux diplômés étrangers, c'est dans des spécialités bien précises. C'est eux qui décident. Par exemple, on va dire cette année, il y a des places en radiologie, il y a des places en chirurgie générale pour les diplômés étrangers. L'année prochaine, ce ne sera pas en radiologie ou en chirurgie générale, ce sera peut-être en pédiatrie. Là, vous êtes vraiment limité. Donc, ça dépend vraiment des provinces. S'il te plaît, c'est quoi le parcours pour un spécialiste qui veut travailler dans la spécialité? Quel examen doit-il passer ou quel stage doit-il faire? OK. Pour quelqu'un qui est spécialiste dans son pays, qui veut venir exercer sa spécialité
au Canada, premièrement, il faut se rassurer que il y a une place. Donc, là où tu veux exercer, dans la province où tu veux exercer, est-ce que cette province-là a besoin d'un spécialiste dans ta spécialité? Ça veut dire qu'ils ont publié une offre, genre qu'ils sont en demande. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut passer le ACMC partie 1. Ça, c'est clair. Tout le monde doit passer ça. Euh, Après ça, je vais parler uniquement du cas du Québec où je suis et où j'ai plus ou moins des informations assez fiables. Une fois que tu as passé l'examen, le ACMC partie 1, tu vas postuler à l'offre et puis dépendamment de genre l'hôpital ou bien la région où tu as postulé, si ton dossier est intéressé, ils vont t'inviter en entrevue et puis si c'est bon, tu vas faire un stage d'adaptation de 3 mois. Si tu valides les 3 mois, si tu valides les 3 mois, pardon, on te donne le poste. Genre, ce sera un permis restrictif, donc tu es obligé de ne travailler que là où tu as eu ce poste-là, pendant une certaine durée. Après ça, tu peux convertir ton permis en permis régulier. Et permis régulier, ça te permet de t'installer, d'exercer là où tu veux. J'espère avoir répondu à ta question, Godson Power. Manuela, est-il possible de faire toutes les spécialisations genre gynéco-chirurgie au Québec? C'est possible. Mais il faut se poser la question, est-ce que j'ai le profil pour qu'on puisse me prendre là-bas? Bon, les spécialités contingentées, donc là où la concurrence est rude, sont réputées être fermées aux diplômés étrangers. Donc, pour avoir une place, il faut vraiment se rassurer que on a le bon profil. Les QCM de moment sont corrigés et expliqués. Les corrections ont des références. Oui, les QCM qui seront passés au concours blanc vous aurez les corrections, genre à la fin de la session de l'examen blanc. Et elles sont expliquées et elles ont les références pour vous permettre d'aller vérifier vous-même au cas où vous aurez des doutes. Est-ce le nombre de points qui définit le choix de l'aspect? C'est pas seulement le nombre de points. Le nombre de points, oui, c'est pris en compte, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi ton CV qui va beaucoup t'aider. Est-ce que tu as fait du bénévolat? Est-ce que tu as fait des publications? Et qu'est-ce que tu as fait pour ta communauté? Qu'est-ce que tu fais en dehors de la médecine? Est-ce que tu as enseigné? Bref, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent dans des critères de sélection pour rentrer en spécialisation. Doit-on nécessairement être résident permanent pour passer l'examen? Non, vous pouvez passer l'examen étant dans votre pays, sans statut au Canada, même statut militaire. Vous pouvez passer ça étant dans votre pays. Mais pour passer l'ACMC. Maintenant, pour l'Écosse, ça vous demande au moins un visa pour venir ici et passer l'examen. Parce que pour entrer au Canada, il vous faut un visa. Mais quand on est résident permanent, ça simplifie encore bien les choses parce qu'au moins on peut se déplacer sans trop de tracasseries. Peut-on avoir une idée des spécialités contingentées? Spécialité contingentée, je pense que c'est un peu comme partout, même chez nous, hein. Neurochirurgie, radiologie, chirurgie générale. Bref, les spé qui sont très prisés, c'est ça l'aspect contingenté. Donc, je n'ai pas le tableau là sous la main pour voir c'est quoi le ratio pour les différentes spécialités au CAMS, mais je pense qu'on peut trouver des données comme ça. Qu'en est-il de la dermatologie? Tu as une idée? C'est une spécialité très convoitée, très, 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 très convoitée. Déjà qu'il y a très peu de place. Bon, je pense que ça, c'était la dernière question. OK, bon, maintenant on peut passer aux questions orales, hein. S'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez juste lever la main et puis les poser. Je pense qu'il y a encore 14 minutes pour qu'on puisse discuter avant que la réunion ne finisse. Est-ce que vous avez d'autres questions ou alors, ouais, qu'en est-il de l'ophtalmologie? L'ophtalmologie, c'est la même chose, c'est très contingenté. Très, très contingenté. Mais je connais quand même une dame d'origine camerounaise qui est ophtalmologue. Bon, elle a fait ses études de médecine ici quand même, donc elle n'est pas diplômée à l'étranger. Hmm, bon, je n'ai pas bien compris, Yvan. Je ne sais pas ce que tu n'as pas bien compris. Tu peux préciser, s'il te plaît. Est-il possible pour un MD du Cameroun de faire une spécialisation en neurochirurgie au Québec? Bien sûr, c'est très possible. Docteur Zoku,
C'est un médecin, il est neurochirurgien aujourd'hui. Il a fait sa spé de neurochirurgie ici au Canada. Il a eu son diplôme à la FMSB, je sais pas, peut-être dans les années, je me rappelle plus, c'est 2003-2006, je me rappelle plus exactement, mais si tu tapes sur Google, j'ai oublié son prénom. Mais bon, c'est Docteur Nzoku. Bref, il a fait sa médecine au Cameroun, il est arrivé ici, il a pu avoir une place en neurochirurgie, donc c'est possible. C'est bien possible. Mais bon, est-ce que tu as le profil qu'il faut? C'est ça la question à se poser. Parce que je sais qu'il avait quand même commencé une spé de chirurgie générale au pays. Après, il a fait le FASFORM, il est arrivé ici, il a fait une maîtrise en recherche clinique avant de postuler pour l'aspect, bien sûr, après avoir réussi tous ses examens. Et il a eu une place en neurochirurgie. Euh, j'ai cru comprendre en compte un PhD. Si le PhD a été obtenu à l'étranger, est-ce que cela est pris en compte? Comment ça se passe, s'il te plaît? Peu importe où le PhD a été obtenu, c'est considéré dans ton dossier. Moi, par exemple, dans le programme où je suis, en santé publique et médecine préventive, on a considéré mes masters que j'avais eu à l'étranger et ça me fait en sorte qu'on raccourcisse sur la durée de ma spécialité. Donc, c'est considéré, Patrick, c'est considéré. Si tu as un PhD, c'est considéré. Maintenant, considéré pour dire que est-ce que ta spécialité sera moins longue ou plus longue, ça dépend de comment est-ce que le programme est structuré. Mais sinon, quelqu'un qui a un PhD, qui a un master et qui veut rentrer en SP, ça fait un plus pour son dossier, en général. S'il te plaît, c'est une épreuve pour tous, une épreuve en fonction des spécialités. C'est une épreuve pour tous, pour tous. Santé publique, c'est médecine, c'est santé publique et médecine préventive. C'est ça la définition de la spécialité ici. Ici, ce n'est pas seulement santé publique, ce n'est pas seulement médecine préventive, c'est les deux. Bon, c'est un programme assez particulier parce qu'on continue à faire des stages cliniques. C'est pas juste des stages en santé publique. Je suis arrivé en retard. Y aura-t-il un replay? On a enregistré la réunion, donc je pense que ce sera possible. On pourra partager le lien, mais ce sera sur demande. Et ce sera un peu plus évident dans le groupe WhatsApp. Donc, vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre le groupe et puis peut-être là-bas, vous aurez le lien pour facilement avoir accès à l'enregistrement de la vidéo. C'est vrai qu'on a nouvellement créé, mais j'aimerais savoir si vous faites un suivi individuel pour les nouveaux et à quel prix. Malheureusement, je ne fais pas de suivi individuel. Nous ne faisons pas de suivi individuel, malheureusement. Peut-être dans un futur proche, mais pour le moment, non. Est-ce qu'il y aura une autre réunion pour nous expliquer la procédure? Je pense que celle-ci, c'était vraiment sur c'est quoi la procédure de manière générale. Est-ce qu'il y aura une autre réunion? Je ne pense pas. Il y aura une autre réunion demain, mais ce sera avec ceux qui ont déjà créé les comptes chez Cuba pour un peu leur expliquer comment est-ce que la plateforme fonctionne. Où est-ce qu'il faut aller pour participer à l'examen blanc? Où est-ce qu'il faut aller voir ses résultats, le classement? Ce sera l'objet de la réunion demain, mais je pense pas qu'il y aura une autre réunion pour parler de la procédure. As-tu des connaissances médecins dentistes qui exercent au Canada, notamment ceux qui ont le diplôme à l'étranger? Malheureusement, non, je connais Massalé. Massalé et Yves Florent, je crois qu'il fait son fellowship ici à l'Université de Montréal. Euh, mais je sais pas trop comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il a fait. Il est diplômé de la FMSB aussi. Si on a d'autres questions, plus tard, on peut passer dans le groupe WhatsApp. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez passer dans le groupe WhatsApp. Mais que ce soit vraiment des questions liées à l'ESMC partie 1. Uniquement à l'ESMC partie 1. Pour ce qui est des questions d'immigration, pour questions de spécialité, faudrait pas qu'on se mêle les pédales. Euh, est-ce que la cardiologie également est une spécialité très prisée? Oui, c'est une spécialité très contingentée. Très, très contingentée. Déjà, pour faire cardiologie ici, il faut d'abord faire 3 années de médecine interne. Donc, c'est pas comme ailleurs où on entre directement en cardiologie. Donc, tu postules d'abord pour entrer en spécialité de médecine interne, tu fais 3 ans. Après les 3 ans de médecine interne, tu repostules encore pour pouvoir faire cardiologie. Euh, nous n'avons pas le lien du groupe WhatsApp euh, iPhone de Gracia. Vous pouvez remonter le chat et puis vous allez voir les liens là-bas. Mais si pour la personne qui a collé le message, la procédure avec l'inscription MED est indépendante de la procédure d'immigration, oui. C'est deux choses entièrement différentes. C'est vrai que pour l'immigration, ils auront besoin de l'évaluation
de l'évaluation de ton diplôme de médecine. Et là, c'est dans ton compte inscription med.ca que tu vas aller demander l'évaluation de l'équivalence de ton diplôme de médecine. Pendant la résidence, y a-t-il une rémunération? Oui, ici, quand on est résident, on a un salaire, on est payé. Et en fonction des années, du niveau où tu es dans la résidence, le salaire augmente. Est-ce possible d'être mis en contact avec le docteur Nzoku, s'il vous plaît, pour avoir des informations? Malheureusement, je peux pas te donner son contact. Euh, peut-être recherche quoi. Je sais pas s'il a un profil LinkedIn, mais essaie de lui écrire sur LinkedIn. Peut-être qu'il pourra répondre. Euh, euh, autre question. Peut-on faire l'examen sans avoir fini avec son diplôme de médecine? Oui, c'est possible de passer le SMC avant la fin de son de ses études de médecine, mais ils disent pas avant la fin de la dernière année. Donc, dans le fond, il faudrait qu'il reste une année. Donc, par exemple, pour ceux qui font l'étude de médecine au Cameroun, après la sixième année, c'est possible de passer l'examen. Avant la sixième année, non. Après la sixième année, oui. Avant la septième année, oui. Quelles sont donc les spécialités les plus accessibles, s'il vous plaît? Euh, je n'ai pas la liste. Je n'ai pas la liste. Mais expérience personnelle, beaucoup de médecins étrangers trouvent des places en médecine de famille. Beaucoup de médecins étrangers trouvent des places en médecine de famille parce que c'est une des spécialités où à chaque fois il y a plus de places offertes que de candidats qui postulent. Donc ça peut être l'une des raisons. Donc je vais parler de médecine de famille, mais après il y a aussi d'autres spécialités. Euh, médecine interne. Bon, moi je ne connais pas de diplômés à l'étranger qui sont entrés directement en médecine interne sans avoir fait les études ici. Quand je dis médecine interne, c'est y compris toutes les autres sous-spécialités de médecine interne, hein. Chirurgie, je vais aussi dire que ça dépend des universités, mais en général, médecine famille, oui, c'est accessible. Euh, qu'il préfère de commencer par inscription maître avant d'entamer la procédure d'immigration. Euh, 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 bon, ça veut dire qu'il est préférable de commencer par inscription maître avant d'entamer sa procédure d'immigration. Moi, je vais dire, faites les deux parallèlement. N'attendez pas compléter inscriptionmed.ca avant d'entamer la procédure d'immigration. Parce que même sur inscriptionmed.ca, pour vérifier votre diplôme à la source, ça va mettre du temps. Procédure d'immigration aussi, ça va vous demander d'autres documents, par exemple, faire des tests de langue. Donc, initier les deux au même moment, c'est mieux. Euh, on peut faire médecine de famille et faire ça aspect évoluer après. Bien sûr, c'est bien possible. Sauf que quand vous faites médecine de famille, si vous voulez revenir faire l'aspect par la suite, vous rentrez dans ce qu'ils appellent contingent particulier. Donc, c'est un nombre de places bien précis chaque année par province. Mais si vous faites médecine de famille, après, vous pouvez entrer dans SP. Maintenant, SP voulu, ça dépend. SP voulu, ça dépend. Parce que, comme j'ai dit, c'est une affaire de concurrence. C'est possible de faire l'aspect qu'on veut si on se bat pour avoir le bon profil pour entrer dans cette SP-là. C'est pas quelque chose qui est automatique, mais c'est possible. Gynécologie est également possible, bien sûr. Bien sûr, c'est possible. S'il vous plaît, quel est le coût des frais de scolarité une fois qu'on est en résidence? Mes frais de scolarité me coûtent $500 l'année. Donc, c'est pas grand-chose. Ça, c'est parce que je suis résident permanent. En tout cas, de toute façon, même ceux qui ne sont pas résidents permanents, quand vous êtes résident, votre employeur paye votre scolarité. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. L'ESP dure en moyenne combien d'années? En moyenne, toutes les spécialités, c'est 5 ans. Ça, c'est en moyenne. Sauf la médecine de famille qui est 2 ans, la pédiatrie générale qui est 3 ans. Mais toutes les autres spécialités, c'est 5 ans. Moi, par exemple, santé publique et médecine préventive, c'est 5 ans. Euh, ok. Je pense que ça, c'était la dernière question. Il nous reste 4 minutes. Si vous avez d'autres questions, volontiers, je vais répondre. Vous parlez assez du fait de devoir avoir un bon profil. Comment gagner notre CV? Hmm, moi, j'ai envie de dire, tapez CAMS sur Google. Euh, vous allez dans la description des programmes. Vous essayez de voir c'est quoi le profil des candidats qu'ils recherchent souvent. Ça va un peu vous aider à gagner votre CV. Donc, ils vont par exemple parler d'activités extra académiques.
vous parler d'expérience de leadership, ils vont vous parler de bénévolat, ils vont vous parler de publication, ils vont vous parler de est-ce que tu as travaillé en équipe, c'est des choses comme ça. Donc, voilà, voilà ce que je peux dire pour gagner le CV. Donc, c'est des choses comme ça. Il n'y a pas de formule genre spéciale pour dire il faut faire ça, 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 et c'est sûr que ça va marcher. Donc, faire un peu de tout, publier, projet de recherche, s'impliquer dans sa communauté, par exemple en étant bénévole, euh, avoir des postes de responsabilité, que ce soit chef de classe ou délégué de promotion, que ce soit, je ne sais pas, trésorier dans une association, président d'une association, des trucs comme ça, c'est important. D'autres aussi, activités sportives. Si vous êtes sportif de haut niveau, des trucs comme ça. C'est des choses qui sont bien vues et qui peuvent vous aider à gagner votre CV. La procédure d'immigration des médecins devrait passer par Ouest. Non, ça passe par le Conseil médical du Canada. Les éléments du CV acquis au pays peuvent aider, bien sûr. Tout ce que vous avez comme expérience, que ce soit au pays, que ce soit ici, que ce soit n'importe où, vous pouvez le mettre dans votre CV. On tape quoi sur Google? J'ai parlé de 15, merci. Les sous-spécialités de pédiatrie sont-elles également contingentées? Bon, là, difficile à dire. Vraiment, jusqu'ici, je ne connais pas de pédiatre diplômé à l'étranger. Moi, je connais même pas de pédiatre dans mon entourage là pour pouvoir répondre à cette question. Désolé, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Est-ce que l'anesthésie est contingentée? Oui. Ça fait partie des spécialités contingentées. Le CV, c'est celui qui est au pays d'origine ou au Canada, les deux. Toute votre expérience de vie. Vous allez mettre ça sur votre CV. S'il te plaît, qu'est-ce qui détermine le choix du poste d'une spécialité CV? C'est, c'est tout, Patrick. Ton CV, l'examen de la CMC, les causes, tout ça est pris en compte. Bien sûr, avec un certain poids, il faut avoir réussi le ACMC, ça c'est clair. Parce que si tu n'as pas réussi, tu pourras même pas postuler. Si tu as de bons points le ACMC, ça veut dire que oui, tes connaissances médicales sont quand même très importantes. Donc, ça, ça pourra peser en ta faveur. Et si tu as fait beaucoup d'autres choses à côté, en fonction de ce que le programme veut voir chez ses candidats, là encore, ça rajoute des points. Donc, c'est ce que je peux dire. Nous sommes presque au terme de notre réunion. Je pense qu'il restait 1 minute. Est-ce que vous aurez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se donner rendez-vous demain à 18 heures pour ceux qui ont déjà créé un compte et qui sont en train de se préparer pour le ASM, c'est partie 1, pour leur expliquer comment est-ce que la plateforme fonctionne. Ce sera aussi assez rapide. On va pas prendre beaucoup de temps. Pas de nouvelles questions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à tous ceux et celles qui ont posé les questions. C'était une très belle expérience et beaucoup de courage à ceux qui veulent se lancer dans ce parcours. C'est un parcours qui n'est pas linéaire, hein. Il y aura des difficultés, mais c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai pu avoir une place en résidence ici. Beaucoup d'autres personnes ont une place en résidence ici. Moi, je me rappelle l'année dernière, je connais au moins 20 personnes qui ont une place en résidence, ici au Québec seulement. Je ne parle pas des autres provinces. Donc, c'est possible. Si vous êtes intéressé, regrouper le maximum d'informations possible. Pour ceux qui sont déjà en train de se préparer pour le ACMC partie 1, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp. Là-bas, les discussions seront encore un peu plus intéressantes. Sur ce, je vous remercie et je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais arrêter avec l'enregistrement.